Bienvenue à tous sur cette visioconférence Les fondamentaux de l'informatique. Donc nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Cette visioconférence est en partenariat avec l'association Home Transition et financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise. Donc je suis aujourd'hui votre hôte, donc je suis Gwendoline. Je suis présente pour vous accueillir, mais aussi tout au long de cette visioconférence, si vous avez la moindre question, problème technique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc, vous avez le module de conversation et un module aussi, deux petites bulles qui s'appellent questions et réponses. Vous pouvez poser une question directement et on peut vous répondre directement à cette réponse. Donc, soit conversation, là c'est un petit peu fourre-tout, je dirais, on peut mettre toutes les informations qu'on veut. Et sinon, questions et réponses si vous avez une question un petit peu technique. N'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à toutes nos visioconférences sur notre site movadom.com et vous pourrez effectivement retrouver pas mal de thématiques. Donc il y a Pascal, mais aussi d'autres intervenants qui proposent des thématiques sur le numérique. Et je vais laisser la main à Pascal pour la suite de la visio. Merci Gwendoline. Alors déjà, je vais m'excuser par avance. Si vous avez des problèmes de son, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être moi. J'ai un petit rhume, des fois j'ai ma voix qui flanche un peu. Donc j'ai prévu le petit verre d'eau pour, réhydrater tout ça. On fera des petites pauses de temps en temps. Donc je suis aujourd'hui de l'autre côté, je suis, Pascal, je suis là pour, donc vous présenter cette visioconférence sur les fondamentaux de l'informatique. Je fais de l'assistance informatique auprès de seniors, régulièrement. Donc, d'où, l'objet de cette visioconférence. Donc on va explorer un peu les fondamentaux de l'informatique, comprendre comment fonctionne un ordinateur, à quoi ça peut vous servir. Donc l'ordinateur, c'est un outil qui peut être indispensable pour les seniors, qui est devenu un peu indispensable pour tout le monde. Et c'est vrai que les seniors ont peut-être un petit peu plus de mal à se mettre, là-dedans. Alors moi, j'ai beaucoup de clients d'horizons divers, et c'est vrai que ceux qui ont travaillé dans l'informatique, qui ont été là au début de l'informatique, s'en sortent peut-être un petit peu mieux que ceux qui n'ont jamais été, informatisés pendant leur travail et qui sont un petit peu obligés. Et puis il y a aussi ceux qui, ne peuvent pas du tout s'y mettre et n'ont pas envie de s'y mettre, et là, c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que pour faire sa déclaration d'impôt. Alors je crois que ça a encore été repoussé, mais logiquement, l'année prochaine, ils avaient dit que, il n'y aurait plus de déclaration de papier. Donc ça, un ordinateur, ça peut vous permettre, de rester connecté, avec le monde, avec, vos amis, avec votre famille. Ça peut vous permettre, d'être informé, et puis de vous divertir également. Donc on va commencer par présenter les différents composants de base d'un ordinateur. Donc en face de vous, vous avez tous, je pense maintenant, un écran. L'écran sert à afficher les informations et les images. Juste sous cet écran, il y a généralement un clavier. Alors là, les images, c'est un ordinateur, standard, c'est pas un ordinateur portable, mais le principe reste le même pour l'ordinateur portable, sauf que c'est tout dans le même, élément. Donc un clavier qui permet de saisir du texte et diverses informations. Ensuite, vous avez une souris, qui, pour les droitiers, se trouve à droite du clavier, pour les gauchers, se trouve à gauche du clavier. Sur les ordinateurs portables, vous avez également un pavé tactile qui peut remplacer cette souris, mais c'est vrai que la souris, c'est quand même un élément beaucoup plus pratique. Elle contrôle le curseur sur l'écran, donc le curseur, logiquement, vous devez le voir se déplacer ici. J'ai changé de diapositive. Et puis, sur cette souris, il y a une molette qui permet de faire défiler vers le haut ou vers le bas, un bouton gauche, un bouton droit. Le bouton gauche permet de sélectionner et le bouton droit d'afficher un menu contextuel. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ensuite, généralement, sous le bureau ou sur le bureau, se trouve l'unité centrale. L'unité centrale, c'est un gros boîtier, ou un petit boîtier pour un ordinateur portable.
où sont regroupés tous les composants de l'ordinateur. Ensuite, vous avez dans cette unité centrale, vous avez une alimentation donc qui est branchée sur le secteur, et de cette alimentation, donc ça vous ne le voyez pas puisque c'est à l'intérieur de l'unité centrale, vous avez toute une multitude de câbles qui vont alimenter divers appareils. Donc le 220 qui rentre dans ce 220 de la prise de courant qui rentre dans ce boîtier est transformé par cette alimentation en différentes tensions pour équiper chaque appareil, puisque tous les appareils doivent être alimentés avec des tensions beaucoup plus faibles que le 220 volts. Ensuite, vous avez le disque dur. Donc, l'image que vous avez là, c'est les anciens disques durs, où on peut schématiser ça par une pile de 33 tours avec des lecteurs sur chaque 33 tours qui lisent en même temps les données à différents endroits. Maintenant, ces disques durs sont plutôt du style numérique, avec des barrettes mémoire en fait, qui permettent de lire et d'écrire des données beaucoup plus rapidement. Donc ce disque dur sert à stocker les informations sur l'ordinateur. Ensuite, vous avez 3 éléments très, très importants de l'ordinateur. C'est la carte mère. Donc c'est une grande carte qui prend presque toute la surface de l'unité centrale, avec différentes pièces dessus. Vous avez des composants, vous avez des prises, vous avez on appelle ça des slots, des petits emplacements pour brancher différents composants ou différents éléments extérieurs. On peut brancher la souris, sera branchée sur cette carte mère, par exemple, l'écran également. Et puis, on peut rajouter des extensions et faire évoluer son ordinateur. Ensuite, l'élément le plus important qui se trouve sur cette carte mère, c'est le processeur. C'est lui qui exécute les instructions de la machine et les programmes informatiques. Donc, c'est le cerveau de l'ordinateur. Sans processeur, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, vous avez une mémoire qui stocke les informations qui sont traitées. Plus il y a de mémoire, plus l'ordinateur va être rapide et travailler rapidement. Schématiser, quand on a Alzheimer, et ben, on a perdu des barrettes mémoire et du coup, ça va beaucoup moins vite et ça fonctionne beaucoup moins vite. Ensuite, donc voilà, ça c'est les composants principaux. Alors j'aurais pu vous parler, de cartes graphiques, de cartes son, de tout un tas de choses, mais là, c'est vraiment les composants essentiels. Souvent dans les ordinateurs, vous avez maintenant des cartes graphiques qui sont des extensions. Sinon, si vous n'avez pas de carte graphique, c'est le processeur directement qui traite les informations pour créer des vidéos, et du coup, ça peut être un petit peu plus lent, ou un petit peu moins, précis sur certaines qualités d'image. À l'intérieur de votre ordinateur, donc écrit sur le disque dur, il y a un système d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est l'interface entre, vous, ce que vous voyez sur l'écran, et ce qui se passe dans la machine. Le processeur, il fonctionne en binaire, il écrit des 0 et des 1, et puis vous, sur votre écran, vous avez des images qui s'affichent. Ça, la magie, c'est l'interface entre le système d'exploitation et le processeur de l'ordinateur. Donc vous avez 3 principaux systèmes d'exploitation. Vous avez Windows qui contrôle à peu près 73% du marché mondial. Ensuite, vous avez Mac OS, donc Windows, pardon, ça appartient à Microsoft. Ensuite, vous avez Mac OS X qui est sur à peu près 14% des ordinateurs. Et puis, vous avez donc Mac OS, pardon, c'est Apple. Vous avez reconnu le logo. Et puis, vous avez Linux, alors qui est un logiciel fait par des passionnés d'informatique, qui est gratuit, qui est libre, c'est-à-dire que le code qui permet de faire fonctionner ce logiciel est disponible à tout le monde, et vous pouvez l'améliorer, le modifier, le repartager.
pour que d'autres personnes puissent l'utiliser et l'améliorer à leur tour. Donc Linux, c'est seulement 4% d'usage sur les ordinateurs du monde entier. L'avantage de Linux, c'est que comme c'est fait par des passionnés d'informatique, déjà c'est gratuit. Vous pouvez le mettre sur des vieilles machines et ça fera tourner vos vieilles machines. Alors que maintenant Windows, si vous avez Windows 11 et que vous voulez passer à Windows 10, pardon, si vous avez Windows 10 et que vous voulez passer à Windows 11, vous avez un petit logiciel qui va vous dire vérifier la compatibilité de votre machine. Et moi, par exemple, bah, mon ordinateur, il me dit votre processeur n'est pas assez puissant. Et si je veux changer mon processeur, il faut que je change ma carte mère. Et si je change ma carte mère, il faut que je change ma mémoire. Donc, il faut que je change quasiment tout mon ordinateur. Sachant que Microsoft, qui fournit Windows, ne vend pas de matériel. Donc, il y a des accords avec les marchands. Donc ça peut être une alternative. Si vous n'avez pas envie de changer d'ordinateur, ça peut être une alternative de passer à Linux. Alors ensuite, nous allons parler, de l'importance de la souris et du clavier, puisque ces éléments, servent à utiliser l'ordinateur, à vous déplacer dans les différents paramètres de votre ordinateur. Donc la navigation, peut se faire à l'aide de la souris pour déplacer le curseur comme je suis en train de le faire et cliquer sur différents éléments de ce qu'on appelle le bureau de l'ordinateur. Et puis le clavier sert à faire de la saisie, pour taper du texte, des lettres et des chiffres. Et puis vous avez tout un tas de commandes, qui sont, ce qu'on appelle des raccourcis clavier, qui peuvent simplifier, beaucoup d'actions. Vous avez notamment les plus connus, c'est, le fameux copier-coller, sélectionner du texte. Vous faites, alors soit vous faites un clic droit avec la souris. Ensuite, ça vous ouvre le menu contextuel, vous descendez jusqu'à trouver copier, ou alors simplement vous faites CTRL-C sur votre clavier et ça copie le texte. Et puis après, vous allez le mettre plus loin et vous faites CTRL-V et là, c'est le coller. Ça, c'est des raccourcis clavier. Il y en a, je sais pas, une cinquantaine, je pense, peuvent exister. Vous pouvez les trouver sur internet, dans un moteur de recherche. On peut chercher ça et trouver tous les raccourcis clavier qui peuvent exister et qui peuvent effectivement vous permettre d'aller plus vite dans certaines actions. Alors, les fonctions essentielles avec la souris, donc je vous ai parlé du bouton gauche et du bouton droit. Le plus simple, c'est le bouton gauche. Vous cliquez sur un document, un fichier, un programme. Vous cliquez sur l'icône, double-cliquez pardon, avec le bouton gauche et ça vous permet d'ouvrir le programme, le fichier, heu, très facilement. Une fois que votre document est ouvert, en général, vous avez, quel que soit le logiciel, une croix rouge qui se trouve en haut à droite de la fenêtre et cette croix rouge permet de fermer la fenêtre ou le programme. Et puis vous avez un menu, enregistrer, qui est, quasiment sur tous les logiciels que vous allez utiliser, qui vous permet d'enregistrer votre travail et de le sauvegarder sur le disque dur de votre ordinateur. On va faire un petit tour des principaux programmes qu'on peut trouver sur un ordinateur. Heu, j'ai l'impression d'aller très vite, mais ça permettra d'avoir des questions derrière. Donc là, je vous ai recherché un petit peu les icônes, des différents programmes. Donc vous avez le principal, c'est l'explorateur de fichiers. L'explorateur de fichiers, ça l'icône ressemble à un petit dossier. Généralement, vous l'avez, tout en bas de votre écran, ça s'appelle, en bas de votre écran, vous avez une barre, pardon, qui s'appelle, la barre des tâches. Généralement, l'explorateur de fichiers se trouve là-dedans. Sinon, il se trouve également sur votre bureau ou dans le menu démarrer de votre ordinateur Windows. Ensuite, vous avez, les traitements de texte.
Donc vous avez Word qui fait partie de la suite Microsoft qui est payant, ou qui peut vous être offert pendant un certain temps avec votre ordinateur que vous venez d'acheter. Sinon, vous avez, WordPad qui est, un traitement de texte, relativement simpliste, qui est, fourni gratuitement sur votre ordinateur. Et puis vous avez également la suite, Writer, qui est, une suite, libre et gratuite, où vous pouvez télécharger, un traitement de texte gratuitement. Ensuite, pour regarder, des vidéos ou écouter de la musique, vous avez, différents logiciels. Donc vous avez le lecteur Windows Media qui est intégré à Windows. Vous avez également un lecteur multimédia, deuxième petit logo. Et puis vous avez un troisième logiciel qui tourne beaucoup, fonctionne très bien, qui est beaucoup plus complet, qui s'appelle VLC, qui est, gratuit également. C'est moi, ça picote. Alors ensuite, un ordinateur, ça sert également à aller sur internet. Donc pour aller sur internet, il vous faut un navigateur. Donc vous avez, le navigateur Edge, qui est celui qui est fourni par défaut par Windows, donc c'est le premier petit logo bleu. Il remplace, Microsoft Internet Explorer, pour ceux qui connaissaient avant. Ensuite, vous avez, Chrome, qui appartient à Google. Donc Google, c'est une entreprise. Chrome, c'est un navigateur et vous avez Google qui est aussi le nom du moteur de recherche. Ça, j'en parlerai juste après. Vous pouvez également utiliser Firefox qui est, aussi un navigateur, libre. Et puis vous avez Safari qui est plutôt lui sur, Mac et puis Opera qui est un petit indépendant qui, tourne un peu sur toutes les plateformes. Avec un ordinateur, vous pouvez également faire de la retouche d'image. Donc vous avez, 2 logiciels qui sont, inclus dans Windows qui sont Paint, qui est représenté par une petite palette avec un pinceau, ou alors le logiciel Photo permet lui de faire des légères retouches de photos et de modifier les impressions. Vous pouvez également jouer avec, l'ordinateur, donc j'ai découvert ça hier. Moi, je connaissais encore le solitaire, et quand j'ai lancé mon solitaire, en fait, il y avait, tout un tas de jeux, gratuits ou payants, ça vous le dit en général, hein, quand vous cliquez dessus, ça vous dit, voulez-vous acheter ce jeu? Ou alors, s'il est gratuit, vous pouvez y jouer directement. Donc il y a le solitaire, je crois qu'il y a des jeux d'échecs, enfin, il y a tout un tas de choses. Je vous laisserai, vous amuser à regarder tout ça. Alors pour, accéder à l'information en ligne et rester connecté avec le monde, un ordinateur, c'est très pratique. Il faut, donc un navigateur web, donc je vous en ai présenté quelques-uns. Ensuite, dans ce navigateur, vous mettez un moteur de recherche, qui vous permet, à partir de mots-clés, de retrouver, d'accéder à des informations ou à tout un tas d'informations. Et ensuite, eh ben, vous trouvez des informations sur les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez aller, sur des, sites, généralistes, d'informations, de médias, ou alors, des blogueurs, qui sont indépendants et qui font, des petits articles comme ça pour leur plaisir et qui arrivent à se faire payer, avec, un petit peu de publicité. Donc on va parler maintenant des moteurs de recherche. Donc tout le monde connaît Google, le moteur de recherche le plus puissant, le plus utilisé. L'inconvénient, c'est que Google regarde tout ce que vous faites et va, se servir de vos recherches pour, proposer d'autres recherches et faire des analyses sur, tout ce qui se passe dans le monde et vous proposer de la pub, qui correspond à vos recherches, et puis, vous inciter à aller voir, des choses, où les entreprises ont payé pour être mis en avant et
Google se rémunère comme ça. Vous avez ensuite Ecosia, qui est un moteur de recherche écologique. Ecosia fait aussi des bénéfices, hein, tous les moteurs de recherche font des bénéfices. Ecosia replante des arbres avec ses bénéfices. Donc vous avez, quand vous êtes sur Ecosia, je crois qu'il faut s'inscrire, se créer un compte. Et puis à chaque recherche que vous faites, vous avez des petites graines qui viennent implémenter un compteur. Et puis à chaque fois que vous avez tant de... Non, c'est pas Ecosia. Non, Ecosia, je dis une bêtise, il me semble que ça se fait automatiquement, sans avoir de compte. Je vais regarder ça tout de suite, ne bougez pas, hop, hop, hop. Alors voilà, là j'arrive sur Ecosia, non, il n'y a pas besoin de se connecter. Et ça me dit que Ecosia a déjà planté 224 199 984 arbres depuis qu'il existe. Donc voilà, c'est un truc un petit peu sympathique et écologique. Ensuite, vous avez Quant. Il y a eu une période où il a pas mal marché et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu en perte de vitesse. J'en entends beaucoup moins parler. C'est le premier moteur de recherche français. Et lui, son point de mise en avant, c'est qu'il respecte la vie privée des gens. C'est-à-dire qu'il n'enregistre absolument pas tout ce que vous faites. Et vous pouvez taper tout ce que vous voulez, il n'y aura rien d'enregistré et il ne vous proposera pas de choses par rapport à votre historique d'il y a 6 mois. Ensuite, vous avez Lilo, un autre que j'aime bien aussi. Alors moi, j'alterne entre Ecosia, Lilo et malheureusement Google, parce que des fois, c'est quand même beaucoup plus précis. Lilo, c'est le même principe que Ecosia, mais là, il faut se créer un compte. En fait, à chaque fois que vous faites une recherche, vous collectez des gouttes, et avec ces gouttes, vous pouvez reverser des bénéfices aux associations de votre choix. Donc il y a plusieurs associations françaises ou internationales qui sont référencées, et c'est vous qui choisissez auquel vous voulez donner. Ensuite, il y a Bing, le moteur de recherche qui est présent par défaut sur Windows, qui est pas très pratique, je trouve, et qui a beaucoup de publicité. Et puis vous avez le petit dernier qui est DuckDuckGo, donc Bing, je ne vous le conseille pas, changez-le. Et puis vous avez DuckDuckGo qui donc lui préserve la vie privée et ne conserve pas vos données personnelles, un peu comme Quant, sauf que Quant est français. Voilà, donc je vous laisse, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. J'aurais dû mettre Bing en dernier parce que c'est celui que j'aime le moins. Mais vous avez les principaux moteurs de recherche. Après, il y en existe beaucoup d'autres. À vous de voir à l'usage ceux que vous préférez. Des choses à faire régulièrement sur son ordinateur, c'est pour le sécuriser, il faut avoir un antivirus. Donc soit vous avez l'antivirus qui est fourni par Windows, qui est, s'il est bien paramétré, qui est très efficace, ou alors vous pouvez télécharger un autre antivirus de votre choix, gratuit ou payant. Il n'y a pas de... Moi, j'incite pas les gens à acheter les antivirus payants. Peut-être que les mises à jour sont plus rapides, plus faciles, peut-être, je sais pas. Mais les antivirus gratuits sont également très fonctionnels et fonctionnent sur les mêmes bases de données de virus. Il n'y a pas de raison qu'on paye pour ce genre de choses. Surtout quand il y en a qui existent gratuits et qui sont sans publicité ou très peu de publicité. Donc ces antivirus permettent de protéger vos ordinateurs des virus et des logiciels malveillants. Et généralement, ces virus et ces logiciels malveillants, on les récupère soit dans des mails de personnes peu intentionnées, en cliquant sur un lien, ou alors en cliquant également sur un lien, mais sur Internet, en faisant une recherche sur un site pas très sûr. On a des visioconférences qui parlent de ce sujet-là, donc je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube et à rechercher comment sécuriser son ordinateur et comment se protéger des virus. Ensuite, vous avez tout ce qui est mise à jour. Donc les mises à jour, vous en avez à la fois pour Windows, à la fois pour le matériel que
vous avez dans votre ordinateur, puisqu'il fonctionne aussi avec des logiciels, et il y a souvent des mises à jour de ces logiciels-là, et également pour les programmes que vous utilisez. Donc il est important de faire toutes ces mises à jour, puisque ça permet de corriger les bugs, ça permet de corriger des vulnérabilités de sécurité, puisqu'il y a un programme peut-être fait par une entreprise, et puis il y a un petit malin qui va découvrir qu'en tapant sur une porte, en cliquant sur tel truc et en faisant telle manip, on arrive à rentrer dans le logiciel et à récupérer les informations. Donc il y a souvent des mises à jour pour protéger ces choses-là. Et puis également, les mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités, que ce soit au niveau matériel ou au niveau logiciel. Et puis, une dernière chose à faire pour sécuriser son ordinateur, c'est, voilà, donc Gwendoline vient de nous mettre le lien sur la sécurité informatique, magnifique. Une dernière chose à faire, c'est de faire des sauvegardes, sauvegarder vos données. Ça, c'est pareil, on en parle régulièrement. Dominique nous dit à chaque fois, sauvegarder sur 2 endroits différents. Donc idéalement, un disque dur, externe et puis, sur votre disque dur interne. Ce qui permet de, si jamais vous avez, un des 2 disques qui plante ou qui tombe en panne, de récupérer quand même vos données personnelles. Alors un ordinateur peut également vous servir à communiquer avec vos proches, grâce à plusieurs outils. Donc là, on va parler de la messagerie électronique. Donc ça fonctionne comme, les navigateurs internet. Vous avez plusieurs, logiciels de messagerie électronique et vous avez plusieurs fournisseurs de messagerie électronique. Donc par exemple, tous les opérateurs internet, que ce soit Free, Orange, SFR, Bouygues et cetera, vous proposent, quand vous créez un compte chez eux, quand vous vous abonnez chez eux, ils vous proposent une adresse de messagerie électronique gratuite. Donc ça, c'est votre adresse mail. Et puis, vous avez accès en passant soit par leur logiciel, directement, sur leur site, ou alors vous pouvez, télécharger, un logiciel tel que Microsoft Outlook, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Opera Mail, on a, Thunderbird, qui vous permettent d'avoir sur votre ordinateur, un logiciel qui vous permet d'accéder à votre messagerie électronique. Donc, vous pouvez envoyer un message, à un destinataire et puis, vous composez ce message, à l'aide en saisissant du texte à l'aide de votre clavier. Donc voilà, ça je suppose que, tout le monde sait faire ce genre de choses. Et puis on peut également communiquer avec, d'autres logiciels tels que, des logiciels de visioconférence, Teams comme on utilise actuellement. Vous avez également Skype, vous avez, WhatsApp qui permet de discuter avec tout le monde, et WhatsApp est généralement sur un téléphone, mais vous avez une version web qui se met sur votre ordinateur et qui est liée à votre numéro de téléphone. Donc vous pouvez, avec, votre webcam, communiquer avec les proches plutôt que d'être sur le petit écran du téléphone. Ça peut être bien des fois d'avoir, ça sur un grand écran d'ordinateur. Alors un ordinateur peut également, vous divertir. Donc vous avez, sur votre ordinateur ou alors, en ligne, vous avez des jeux. Vous ouvrez un navigateur, un moteur de recherche et vous tapez «jeux» et vous allez trouver tout un tas de logiciels vous permettant de jouer gratuitement à des jeux de réflexion, des jeux de mémoire, des jeux de stratégie, et cetera, et cetera. Vous pouvez également écouter de la musique, donc soit en mettant, si vous avez un lecteur CD sur votre ordinateur, vous mettez un petit CD dedans et ça vous permet d'écouter de la musique. Ou alors vous allez, sur YouTube et vous pouvez également écouter de la musique gratuitement. Ou alors vous avez, des plateformes comme, Deezer ou Spotify qui vous permettent, en vous inscrivant, d'avoir accès à de la musique également gratuite. Heu, alors soit gratuite avec de la pub, soit en payant et vous n'avez pas de pub et vous avez accès à une quantité impressionnante de musique.
Et puis, vous pouvez également partager vos photos avec l'ordinateur. Vous pouvez brancher votre téléphone ou votre appareil photo sur votre ordinateur, récupérer les photos, les envoyer par mail, les envoyer via le cloud, les envoyer via une messagerie style WhatsApp, ou les mettre sur des réseaux sociaux également. Donc tout ça, c'est des choses dont on a traité ou dont nous allons parler dans les futures visioconférences. Donc, je vous invite à regarder la chaîne YouTube dont Gwendoline vous avez mis le lien dans la conversation. Je vois qu'on a une question dans l'onglet questions-réponses. Alors, lorsqu'on utilise navigation privée de Google, est-on vraiment en privé? Ah, c'est une bonne question. Alors, vous êtes en privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trace sur votre ordinateur de ce que vous avez fait. Mais, si vous cherchez un truc, Google va quand même assimiler, alors ça sera, distinct de vous, mais, pour chercher, qu'est-ce qu'on peut rechercher en navigation privée? Des choses pas très, très honnêtes souvent. Des Donc, choses un petit peu louches. Google saura qu'il y a des gens qui cherchent des trucs louches. Donc, Mmh. voilà, c'est ce genre de choses. Mais il fera pas forcément la relation avec vous. Oui, il saura pas que c'est nous, c'est ça. On est quand Ah, même voilà, relativement protégés. ouais, C'est vrai que ça évite, moi je trouve quand on fait une recherche d'avoir après des pubs sur le sujet. Enfin, quelle que absolument. soit, voilà, Ouais, la ouais, ouais, recherche qu'on peut faire, c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu on cherche, j'en sais rien, un nouveau matelas et puis après on a des pubs partout de ouais, matelas, ouais. Les c'est un fournisseurs peu de matelas fatigant. qui payent très cher Google pour apparaître. Ouais, ouais, ouais et c'est vrai que bon, après j'imagine qu'on peut utiliser tout le temps en privé quoi, ça peut être une technique peut-être, mais bon. Ouais, ouais, pourquoi pas. Après on n'a Sinon pas tous les sinon avantages effectivement. ouais, si on n'a pas tous les avantages, sinon il faut utiliser un autre moteur de recherche qui est lui, un peu plus sécure. Ouais, ouais, ils avaient l'air très intéressants, effectivement, ça donne envie de planter des arbres. Ouais. Moi j'alterne entre Ecosia et Lilo et sur les téléphones, on peut même mettre, l'application Ecosia. Moi j'ai une de mes filles qui l'autre jour, je la vois faire une recherche, elle lance Ecosia, elle lance pas Google, elle lance Ecosia. Ah oui, même sur le téléphone, ouais, c'est super. Ouais. D'accord, top. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin en termes d'informatique, vous pouvez participer à des ateliers, qui sont généralement adaptés aux débutants ou un petit peu plus expérimentés. Vous vous rapprochez, généralement des CCAS, des mairies, vous pouvez leur demander, ils peuvent vous trouver ça. Sinon, vous avez également pardon, des entreprises ou comme Dominique, qui proposent ce genre de choses aussi, des ateliers adaptés aux débutants. Et puis, vous pouvez également suivre des cours, soit en ligne, soit en présentiel. Sur internet, vous cherchez, cours d'informatique, je pense que vous allez trouver, plusieurs sites qui peuvent vous proposer ça, gratuitement ou en payant. Alors méfiez-vous en payant, hein, regardez bien ce qu'ils proposent d'abord. Et puis, sinon en présentiel, vous pouvez avoir ça aussi, il y a des mairies qui organisent ça, vous avez des associations qui interviennent un peu dans différentes villes qui vous proposent ça. Et puis sinon, vous pouvez demander une aide personnalisée, à un professionnel ou alors à un proche. Moi je vous ai parlé de Dominique qui pouvait faire ça, pour vous, mais vos petits-enfants aussi peuvent le faire. Ils seront peut-être ravis de vous aider et de vous expliquer des choses, sur vos difficultés, au niveau de l'informatique. Et puis, pour conclure, donc oui, je suis allé très, très vite. Pour conclure, mais c'est pour avoir plus de questions. Pour avoir une meilleure utilisation en toute sécurité, prenez votre temps. C'est comme, quand on change de voiture, bah, faut s'adapter un peu à toutes les manettes, toutes les consignes, tous les voyants. Un ordinateur, c'est pareil et puis Windows fait souvent des mises à jour donc l'interface change, donc les boutons, sont pas toujours à la même place donc prenez votre temps pour apprendre à utiliser votre ordinateur. Il faut également pratiquer, c'est comme le vélo, hein, plus on en fait, plus c'est facile.
Donc il faut s'entraîner, il faut y aller, même si on doute, on risque pas de faire trop de bêtises. Au pire, on va cacher un icône, on va cacher le dossier, on va le mettre dans le mauvais répertoire, mais on arrivera toujours à le retrouver à un moment donné. Donc n'hésitez pas à vous exercer et puis n'hésitez pas non plus à demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés, que ce soit auprès de professionnels ou auprès de vos amis ou de votre famille. Voilà, eux peuvent vous aider. Merci Pascal. Bah, merci vraiment pour toutes ces infos. C'est vrai que là, le but, c'était que vous ayez une vision complète et globale de ce qu'est l'informatique. Je trouvais que c'était très, très complet, Pascal. Je vais me permettre de rajouter quelque chose parce que j'ai reçu un mail aujourd'hui de l'association L'Âge d'Or avec laquelle on travaille depuis plusieurs années et qui a mis en ligne gratuitement des livrets pédagogiques, en fait, les J'ai vu ça, oui. supports de leurs cours. Alors, c'est quand même le bonheur. Donc, je vais vous mettre le lien. Faut pas hésiter à aller regarder tout ça. C'est vrai que sur le numérique, il y a plein de ressources gratuites, hein, comme nos visioconférences. Là, vous avez les livrets pédagogiques, mais souvent, il y a des mairies qui proposent des formations, des choses gratuites. Donc, renseignez-vous au maximum là-dessus. Là, on va prendre quelques questions peut-être par écrit. Après, je finaliserai la conférence et puis ensuite, on ouvrira les micros de tout le monde. Comme ça, vous pourrez échanger, poser toutes les questions que vous voulez à Pascal. Parfait. Donc, il y a un. Ah bah, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui a mis un chiffre comme prénom. WhatsApp, est-ce que je peux utiliser sur la tablette alors que j'ai déjà sur mon téléphone? Alors, WhatsApp, à la base est sur le téléphone puisqu'il est lié à votre numéro de téléphone. Vous pouvez installer l'application WhatsApp sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur, 15 ordinateurs, partout où vous voulez et vous avez un endroit, alors je ne sais plus comment ça fonctionne, faudrait que vous avez, Me connecter et ça va scanner, ça va vous mettre un petit QR code qu'il faut scanner avec votre téléphone ou le contraire, je ne sais plus. Et du coup, le logiciel WhatsApp qui va être sur votre tablette va se connecter via votre numéro de téléphone et va utiliser votre WhatsApp de votre téléphone. Donc Tout il à y a fait. aucun souci pour le mettre partout. Génial. Super, super. Oui, c'est vrai que ça marche très bien. Merci. Bon, bah, parfait. Alors, bah, on va finaliser et ensuite on ouvrira les micros de tout le monde. Donc, comme toujours, c'est très important pour nous. On a besoin que vous répondiez à notre questionnaire de satisfaction. Je sais que c'est un petit peu redondant, un tout petit peu. Je vous mets le lien. Vous pouvez cliquer aussi sur la vignette qui apparaît. Normalement, ça vient d'apparaître, si tout va bien. Donc, questionnaire de satisfaction, vous cliquez sur cliquer ici. C'est très, très rapide normalement et ça nous permet d'obtenir des financements pour continuer ces visioconférences. Au niveau des autres projets, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à aller sur notre chaîne YouTube Movadom. Donc, vous pouvez cliquer ici ou taper sur YouTube Movadom et vous retrouverez notre chaîne. Pour vous inscrire à nos visioconférences, vous allez sur notre site internet movadom.com. Vous avez aussi toutes les infos sur toutes les visioconférences qui sont prévues là sur les prochaines semaines. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas. On en fait toutes les semaines là jusqu'au mois d'avril, jusqu'à fin avril. Pour vous donner une idée, la semaine prochaine, c'est sécuriser ses mots de passe, donc très important. Ça sera le 4 février à 10h30, donc vous pouvez vous inscrire, il n'y a aucun problème. Et puis on a notre podcast aussi et un livre audio que vous pouvez retrouver sur notre site sur le déménagement des seniors. C'était notre premier métier. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager si vous avez ce projet de changer de lieu de vie. Donc, on peut s'inscrire sur go.movadom.com/visio. Et si vous avez la moindre question, contact@movadom.com. On remercie donc la CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise, ainsi que la structure Home Transition, pour ces belles visioconférences. Et on remercie Pascal, évidemment. Je vous souhaite une Gwendoline. très belle journée.